Quand j'ai découvert leur liaison, je suis restée silencieuse jusqu'à ce que je puisse les dénoncer lors de son mariage mondain et luxueux. Ce jour-là, devant 300 invités triés sur le volet dans ce château du 16e arrondissement, j'ai pris le micro et j'ai révélé toute la vérité. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette vengeance n'était que la partie visible de ma stratégie. En réalité, j'avais orchestré bien plus qu'une simple humiliation publique. Je m'appelle Kenza, j'ai 32 ans et je suis avocate spécialisée en droit des affaires dans un cabinet prestigieux de Paris. Mon histoire avec Julien et Camille commence il y a 3 ans, quand j'ai rencontré Julien lors d'un gala de charité organisé par mon cabinet. Il était séduisant, brillant directeur marketing dans une grande maison de couture, et il semblait sincèrement épris de moi. Nous avons vécu une relation passionnée pendant 2 ans. Il m'avait présenté à tous ses amis, sa famille, et j'avais fait de même avec mes proches. Nous parlions mariage, projet d'avenir, et j'étais convaincue d'avoir trouvé l'homme de ma vie. Camille était ma meilleure amie depuis nos études de droit à Assas. Nous nous connaissions depuis 10 ans. Nous avions traversé ensemble les concours, les stages, les premières années difficiles du barreau. Elle était comme une sœur pour moi. Brillante avocate en droit pénal, ambitieuse et déterminée, elle avait toujours été mon pilier, ma confidente. Nos familles se connaissaient, nous passions toutes nos vacances ensemble, elle était la marraine de ma nièce. Notre amitié semblait indestructible. La découverte s'est faite par pur hasard, un soir de décembre dernier. J'étais rentrée plus tôt que prévu d'un rendez-vous client annulé à la dernière minute. En arrivant devant mon appartement du 7e arrondissement, j'ai vu la voiture de Camille, garée juste en face de mon immeuble. J'ai d'abord pensé qu'elle était venue me faire une surprise, mais quelque chose dans l'angle de stationnement m'a intriguée. Elle était garée de manière à pouvoir surveiller l'entrée de mon immeuble. Par curiosité, je me suis dissimulée derrière une autre voiture et j'ai attendu. 15 minutes plus tard, Julien est sorti de l'immeuble, suivi de près par Camille. Ils se sont embrassés passionnément contre sa voiture, leurs mains partout l'une sur l'autre, avec une intimité qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. J'ai senti le monde s'effondrer autour de moi. Ce n'était pas un baiser amical ou une aventure récente, leurs gestes témoignaient d'une complicité, d'une habitude qui ne pouvait s'être construite que sur des mois. Au lieu de les confronter immédiatement, j'ai choisi de rentrer chez moi discrètement et de réfléchir. Dans mon métier, j'ai appris que les réactions à chaud mènent rarement aux meilleurs résultats. J'avais besoin de comprendre l'ampleur de leur trahison, depuis quand cela durait, et surtout, comment agir de la manière la plus stratégique possible. Les jours suivants ont été parmi les plus difficiles de ma vie. Je devais continuer à vivre normalement avec Julien, sourire à Camille quand elle appelait, faire semblant que tout allait bien. Mais j'observais, j'analysais chaque détail, chaque comportement suspect que j'avais pu ignorer auparavant. Les sorties de Julien qui se prolongeaient, ces messages auxquels il répondait en s'éloignant, les fois où Camille semblait connaître des détails sur ma relation qu'elle n'était pas censée savoir. J'ai commencé ma propre enquête avec la méthodologie d'une avocate construisant un dossier. J'ai installé discrètement une application de géolocalisation sur le téléphone de Julien sous prétexte de sécurité, et j'ai commencé à traquer ses déplacements. J'ai analysé les factures de téléphone, les reçus de cartes bancaires qu'il laissait traîner, ses habitudes changeantes. Petit à petit, j'ai reconstitué le puzzle de leur liaison. Ils se retrouvaient principalement chez Camille, dans son appartement de Neuilly-sur-Seine, généralement les mardis et jeudis après-midi quand je travaillais tard, et parfois le samedi quand j'étais censée être à la salle de sport. Ils avaient même voyagé ensemble, ce week-end à Deauville, où elle m'avait dit aller seule pour se ressourcer, et où lui prétendait avoir un séminaire d'entreprise. Le plus douloureux était de réaliser que leur relation durait depuis au moins 8 mois. 8 mois pendant lesquels il m'avait menti en face. 8 mois où Camille me consolait quand j'avais des doutes sur Julien. 8 mois où elle m'encourageait à lui faire confiance. Elle m'avait même aidé à choisir une bague pour l'anniversaire de notre relation, en connaissance de cause de sa propre liaison avec lui. Si vous êtes déjà captivé par mon parcours, abonnez-vous à la chaîne car la suite est incroyable. Au bout de 3 semaines d'enquête minutieuse, j'avais rassemblé suffisamment de preuves pour construire un dossier complet de leur trahison. Mais au lieu de les confronter directement, une idée bien plus sophistiquée a commencé à germer dans mon esprit. Julien m'avait récemment annoncé qu'il comptait demander Camille en mariage.
Ils ne savaient pas que je le savais, mais j'avais intercepté leur conversation où ils planifiaient leur avenir ensemble, prévoyant de m'annoncer leur relation après avoir officialisé leur union. Ils avaient tout orchestré dans les moindres détails. Julien devait rompre avec moi en janvier, prétextant qu'il avait besoin de temps pour lui, et Camille devait m'accompagner dans cette épreuve difficile en jouant la meilleure amie consolatrice. Puis, après quelques mois de prétendues réflexions, ils auraient officialisé leur relation, faisant croire à un coup de foudre tardif entre deux personnes qui se connaissaient par mon intermédiaire. Cette découverte a décuplé ma colère, mais aussi ma détermination à leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. J'ai alors élaboré un plan en plusieurs phases, utilisant mes compétences d'avocate et ma connaissance intime de leur personnalité. D'abord, j'ai fait semblant d'accepter la demande en mariage de Julien quand il me l'a faite, 2 semaines après ma découverte. Il m'a proposé de l'épouser dans un restaurant chic du 16e arrondissement, avec un diamant qui, j'ai appris plus tard, était en réalité destiné à Camille. J'ai dit oui avec le sourire le plus sincère possible, sachant parfaitement que ce mariage n'aurait jamais lieu, mais que j'allais utiliser les préparatifs comme une arme. Camille a joué son rôle à la perfection, feignant la joie pour mon bonheur, m'aidant à organiser les fiançailles, me donnant des conseils pour la robe, le lieu, la liste d'invités. Chaque sourire forcé, chaque conseil hypocrite renforçait ma résolution de leur infliger l'humiliation qu'ils méritaient. J'ai commencé à organiser le mariage de mes rêves, mais pas pour les raisons qu'ils imaginaient. J'ai choisi le lieu le plus prestigieux possible, un château dans le 16e arrondissement que fréquentait toute l'élite parisienne. J'ai insisté pour inviter absolument tout notre cercle social et professionnel, collègues de nos cabinets respectifs, clients importants, familles élargies, amis d'enfance, relations mondaines. Plus la liste était longue, plus l'impact de ma révélation serait dévastateur. Julien était ravi de cette organisation grandiose, y voyant une vitrine parfaite pour son statut social et ses ambitions professionnelles. Il ne savait pas qu'en réalité, j'orchestrais le théâtre de sa chute. Camille, de son côté, devait jouer les témoins parfaits, ce qui ajoutait une dimension cruelle à ma vengeance. Pendant ce temps, j'ai continué à rassembler des preuves de leur liaison. Photos prises discrètement lors de leur rendez-vous, captures d'écran de leurs échanges de messages que j'arrivais à consulter quand Julien laissait son téléphone sans surveillance, enregistrements audio de conversations téléphoniques compromettantes. Je constituais un dossier digne d'un procès, avec des preuves irréfutables de leur trahison. J'ai aussi fait appel à un détective privé, une relation professionnelle de confiance, pour obtenir des preuves supplémentaires et documenter officiellement leur liaison. Les photos qu'il a rapportées étaient sans équivoque. Julien et Camille s'embrassant devant l'hôtel de luxe où ils avaient passé un week-end ensemble, entrant main dans la main dans des restaurants romantiques, s'affichant comme un couple dans des lieux où ils pensaient ne pas être reconnus. Le plus ironique était que Camille me demandait régulièrement des nouvelles des préparatifs, feignant l'enthousiasme pour mon bonheur à venir. Elle m'aidait même à choisir les détails de la décoration, suggérant des fleurs, des couleurs, comme si elle participait sincèrement à l'organisation de mon bonheur. En réalité, elle savait parfaitement que ce mariage n'aurait pas lieu, puisqu'elle comptait sur Julien pour rompre avec moi avant la date fatidique. Un soir, 3 mois avant le mariage prévu, j'ai surpris une conversation téléphonique entre Julien et Camille où ils riaient de ma naïveté, se moquant de mon enthousiasme pour les préparatifs d'un mariage qui ne se ferait jamais. Julien disait qu'il trouvait pathétique ma joie à organiser notre union, et Camille ajoutait qu'elle avait hâte que cette mascarade se termine pour qu'ils puissent enfin vivre leur amour au grand jour. Cette conversation a été le déclencheur final de ma stratégie. J'ai décidé que non seulement je les dénoncerais publiquement, mais que je le ferais de la manière la plus spectaculaire et humiliante possible. J'ai commencé à préparer un discours détaillé, documenté, avec toutes les preuves nécessaires pour détruire leur réputation devant l'assemblée la plus importante possible. Avez-vous déjà vécu une situation similaire? Partagez en commentaire. Le jour J est arrivé plus vite que prévu. 2 semaines avant la date officielle du mariage, j'ai reçu un appel de Julien qui m'annonçait qu'il devait me parler d'urgence. Sa voix tremblait légèrement, et j'ai immédiatement compris que le moment était venu pour lui de jouer son rôle dans leur plan diabolique.
Il voulait me retrouver dans notre restaurant habituel pour une conversation importante. Je me suis rendue au rendez-vous en sachant parfaitement ce qui m'attendait. Julien était déjà installé à notre table habituelle, l'air grave et mal à l'aise. Il avait commandé une bouteille de vin, probablement pour se donner du courage. Quand je me suis assise en face de lui, j'ai vu dans ses yeux le mélange de culpabilité et de lâcheté que je m'attendais à y trouver. Il m'a servi le discours qu'il avait manifestement répété. Il n'était plus certain de ses sentiments. Il avait besoin de temps pour réfléchir. Il ne voulait pas me faire de mal en m'épousant dans le doute. Chaque mot prononcé était un mensonge calculé, une manipulation orchestrée avec Camille pour me faire accepter cette rupture comme quelque chose de naturel et réfléchi. J'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai exprimé ma surprise, ma déception, puis ma compréhension graduelle. Je lui ai dit que je respectais ses doutes, que je préférais qu'il soit honnête maintenant plutôt qu'après le mariage. Je me suis même montrée reconnaissante pour sa sincérité, ce qui a visiblement soulagé sa conscience coupable. Mais au lieu d'accepter l'annulation pure et simple du mariage, j'ai proposé quelque chose qu'il a pris de court. J'ai suggéré que puisque tout était déjà organisé, payé et que nos invités attendaient cette célébration, nous pourrions transformer l'événement en une grande fête d'adieu à notre relation. Une façon élégante de clôturer notre histoire d'amour devant nos proches, en montrant notre maturité et notre respect mutuel. Julien était perplexe face à cette proposition inattendue, mais il ne pouvait pas refuser sans paraître grossier ou suspect. J'ai insisté sur le fait que cela nous permettrait de tourner la page dignement et que nos invités méritaient une explication en personne plutôt qu'un simple faire-part d'annulation. Finalement, il a accepté, probablement soulagé que je prenne les choses aussi bien. Ce qu'il ne savait pas, c'est que j'étais en train de lui tendre le piège parfait. Au lieu d'annuler la réception, j'allais maintenir l'événement exactement comme prévu, avec tous nos invités présents, mais je transformerais ce qui devait être une célébration d'amour en tribunal public de leur trahison. J'ai immédiatement appelé Camille pour lui annoncer la rupture. Sa réaction a été un chef-d'œuvre d'hypocrisie. Elle a exprimé sa tristesse pour moi, sa colère contre Julien qui m'avait fait ça si près du mariage, et elle s'est proposée pour m'accompagner dans cette épreuve difficile. Elle a même suggéré qu'on organise un voyage entre filles pour me changer les idées après cette déception. Dans les jours qui ont suivi, Camille a joué son rôle de meilleure amie consolatrice avec un talent consommé. Elle m'apportait du thé, me proposait des sorties pour me distraire, critiquait Julien et ses hésitations, me répétait que je méritais mieux que lui. Chaque geste de compassion feinte renforçait ma détermination à lui infliger l'humiliation qu'elle méritait. J'ai maintenu ma décision d'organiser la réception comme prévu, expliquant à mes proches que nous voulions transformer cette soirée en célébration de l'amitié plutôt qu'en mariage. La plupart ont trouvé l'idée originale et mature, certains ont même salué notre élégance dans la gestion de cette situation difficile. Secrètement, j'ai préparé un discours détaillé que je comptais prononcer devant l'Assemblée. J'ai organisé mes preuves, préparé des copies des photos et des messages, et même prévu un système de projection pour montrer les éléments les plus compromettants à tous les invités simultanément. Le jour de la réception est arrivé. Le château était magnifiquement décoré. Les 300 invités étaient présents dans leurs plus beaux habits. L'ambiance était festive malgré les circonstances particulières. Julien et Camille étaient tous les deux présents, jouant leurs rôles respectifs. Lui, l'ex-fiancé respectueux qui assumait sa décision difficile, et elle, la meilleure amie fidèle qui me soutenait dans cette épreuve. Vers 22 heures, au moment prévu pour les discours traditionnels, j'ai pris le microphone. L'Assemblée s'est tue, s'attendant à un discours émouvant sur la fin d'un amour et le début d'une nouvelle page. Ce qu'ils allaient entendre dépasserait toutes leurs attentes. J'ai commencé par remercier tous les invités d'être venus célébrer avec nous, malgré le changement de programme. J'ai expliqué que cette soirée était effectivement devenue une célébration différente de celle prévue initialement, mais qu'elle restait une occasion de vérité et de justice. Les visages dans l'Assemblée ont commencé à exprimer de la curiosité mélangée à une légère inquiétude. Si cette injustice vous révolte, abonnez-vous pour soutenir ces témoignages. C'est alors que j'ai révélé la véritable nature de cette soirée. J'ai annoncé à l'Assemblée médusée que nous n'étions pas là pour célébrer la fin d'un amour, mais pour dévoiler une trahison qui durait depuis 8 mois. Le silence dans la salle était assourdissant,
tous les regards fixés sur moi, puis se tournant alternativement vers Julien et Camille, dont les visages avaient perdu toute couleur. J'ai commencé par expliquer comment j'avais découvert leur liaison, détaillant les indices qui m'avaient alerté, les preuves que j'avais rassemblées méthodiquement. Chaque révélation était accompagnée de documents projetés sur l'écran géant que j'avais fait installer discrètement. Les photos du détective privé montraient Julien et Camille dans des situations sans équivoque, s'embrassant devant des restaurants, entrant main dans la main dans des hôtels, s'affichant comme un couple dans des lieux où ils pensaient être à l'abri des regards. L'assemblée était partagée entre fascination et malaise. Certains invités commençaient à chuchoter entre eux, d'autres restaient figés par l'ampleur de la révélation. Julien tentait de quitter la salle, mais je l'ai interpellé publiquement, lui demandant de rester pour assumer ses actes devant tous ceux qui l'avaient trompé avec ses mensonges. Camille, elle, était devenue livide. Elle, qui excellait habituellement dans l'art de la plaidoirie, se trouvait pour une fois sans mots, confrontée à des preuves irréfutables de sa duplicité. J'ai alors projeté les captures d'écran de leurs conversations les plus compromettantes, celles où ils se moquaient de ma naïveté, où ils planifiaient leur avenir en sachant qu'ils me détruiraient au passage. Le moment le plus dévastateur a été la diffusion de l'enregistrement audio où ils riaient de mon enthousiasme pour les préparatifs du mariage. Entendre leurs voix réelles, leurs moqueries cruelles, leurs commentaires méprisants sur ma confiance aveugle a provoqué une onde de choc dans l'assemblée. Certaines personnes ont quitté la salle, incapables de supporter davantage cette humiliation publique. Mais ce n'était que le début de ma stratégie. Car derrière cette révélation spectaculaire se cachait un plan bien plus sophistiqué que je n'avais révélé à personne. Pendant des mois, en parallèle de mon enquête sur leur liaison, j'avais mené une investigation approfondie sur leurs activités professionnelles respectives. Mes soupçons avaient été éveillés par certaines coïncidences troublantes. Camille défendait récemment plusieurs clients dans des affaires de fraude fiscale et Julien avait accès, par son poste de directeur marketing, à des informations confidentielles sur les stratégies commerciales de grandes entreprises. J'avais remarqué que leur style de vie avait évolué ces derniers mois, avec des dépenses qui ne correspondaient pas à leurs revenus officiels déclarés. En utilisant mes contacts dans le milieu juridique et financier, j'avais découvert qu'ils étaient impliqués dans un système de blanchiment d'argent sophistiqué. Camille utilisait ses compétences d'avocate pour créer des structures juridiques complexes permettant à ses clients de dissimuler leurs revenus illégaux, tandis que Julien vendait des informations commerciales confidentielles à des concurrents de sa propre entreprise. Leur rendez-vous secret n'était pas seulement romantique, il servait aussi à coordonner leurs activités illégales. L'appartement de Camille à Neuilly était devenu leur quartier général pour ces opérations, et leurs voyages prétendument romantiques étaient en réalité des déplacements professionnels pour rencontrer leurs complices dans d'autres villes. J'avais rassemblé suffisamment de preuves pour démontrer leur culpabilité. Transferts bancaires suspects, documents confidentiels retrouvés chez Camille, témoignages de collègues de Julien qui confirmaient ses accès non autorisés à des informations sensibles. Mais au lieu de les dénoncer immédiatement aux autorités, j'avais choisi d'utiliser ces informations comme l'arme ultime de ma vengeance. Devant l'Assemblée encore sous le choc de la révélation de leur liaison, j'ai annoncé la deuxième partie de mon exposé. J'ai expliqué que leur trahison personnelle n'était que la partie visible de leurs méfaits, et que leur relation cachait des activités bien plus graves que l'adultère. La projection des preuves de leurs activités illégales a provoqué un second tsunami d'émotions dans la salle. Leurs collègues respectifs réalisaient l'ampleur de la compromission de leur cabinet, leurs familles découvraient que leurs enfants étaient des criminels, et leurs amis comprenaient qu'ils avaient été manipulés par des personnes aux façades parfaites mais aux âmes corrompues. Julien a tenté de nier, prétendant que j'inventais ces accusations par dépit amoureux, mais les preuves étaient trop accablantes. Les documents comptables, les enregistrements de conversations, les témoignages que j'avais recueillis ne laissaient aucune place au doute sur leur culpabilité. Camille, comprenant que sa carrière juridique était définitivement compromise, a essayé une dernière manipulation en m'accusant de violation de la vie privée et d'espionnage illégal. Mais j'étais préparé à cette défense pathétique. Toutes mes preuves avaient été obtenues légalement,
avec l'aide de professionnels autorisés, et mon statut d'avocate me protégeait contre ces accusations fantaisistes. Le dénouement de cette soirée a dépassé tous mes espoirs de justice. Quand j'ai terminé ma présentation, l'assemblée était dans un état de choc total. Certains invités filmaient discrètement avec leur téléphone, d'autres prenaient des photos des documents projetés, et plusieurs collègues de nos cabinets respectifs échangeaient déjà des regards inquiets en réalisant les implications professionnelles de ces révélations. Julien et Camille ont tenté une sortie précipitée, mais j'avais anticipé cette réaction. J'ai annoncé que les autorités compétentes seraient informées dès le lendemain de leurs activités illégales, avec copie de toutes les preuves rassemblées. De plus, j'avais déjà contacté les barreaux de Paris pour signaler les violations déontologiques de Camille et les dirigeants de l'entreprise de Julien pour les informer de ces détournements d'informations confidentielles. La suite des événements s'est déroulée avec une rapidité qui m'a moi-même surprise. Dès le lundi suivant, Camille était convoquée par le conseil de discipline du barreau. Les preuves de ses activités de blanchiment étaient si accablantes qu'elle avait été suspendue immédiatement en attendant une radiation définitive qui est intervenue 2 mois plus tard. Sa carrière juridique, construite sur 15 années d'efforts, s'est effondrée en quelques jours. Julien n'a pas eu un sort plus enviable. Son entreprise l'a licencié pour faute grave dès qu'elle a pris connaissance des documents prouvant ses ventes d'informations confidentielles. Mais plus grave encore, l'enquête judiciaire qui s'est ouverte a révélé l'ampleur de leur réseau de corruption, impliquant plusieurs autres complices dans différents secteurs. Leurs comptes bancaires ont été gelés, leurs biens saisis, et ils ont été placés sous contrôle judiciaire en attendant leur procès. L'appartement de Neuilly, où ils organisaient leurs rencontres secrètes, a été perquisitionné, révélant un véritable arsenal de documents compromettants et de preuves supplémentaires de leurs méfaits. Le plus ironique dans cette histoire, c'est que leur liaison amoureuse n'a pas survécu à la pression de la justice. Confrontés aux enquêtes, aux interrogatoires, et à la perspective de lourdes peines de prison, ils ont rapidement commencé à se retourner l'un contre l'autre. Julien a tenté de faire porter la responsabilité principale à Camille, prétendant qu'elle l'avait manipulé et entraîné dans ses activités. Camille, de son côté, a accusé Julien d'être le cerveau du système, affirmant qu'elle n'était qu'un instrument entre ses mains. Leurs avocats respectifs ont adopté des stratégies de défense incompatibles, chacun cherchant à minimiser la culpabilité de son client en aggravant celle de l'autre. L'amour passionné qui les unissait s'est transformé en haine viscérale dès que leurs intérêts personnels ont été menacés. Ils se sont détruits mutuellement avec la même énergie qu'ils avaient mise à me trahir. Les répercussions sociales ont été tout aussi dévastatrices. Leur cercle d'amis communs les a unanimement rejetés, non seulement à cause de leur trahison envers moi, mais surtout à cause de leurs activités criminelles qui compromettaient la réputation de tous ceux qui leur étaient associés. Leurs familles respectives ont vécu cette affaire comme une humiliation publique dont elles peinent encore à se remettre. Pour ma part, cette épreuve m'a paradoxalement renforcée et ouverte à de nouvelles opportunités. Mon cabinet, impressionné par la minutie de mon enquête et ma capacité à démanteler un réseau criminel complexe, m'a proposé de diriger un nouveau département spécialisé dans la lutte contre la criminalité en col blanc. Ma réputation d'avocate incorruptible et déterminée s'est répandue dans tout le milieu juridique parisien. J'ai également découvert des qualités en moi que je ne soupçonnais pas. Cette épreuve m'a révélé ma capacité à garder le contrôle dans les situations les plus stressantes, ma détermination à faire triompher la justice même au prix de souffrances personnelles, et ma force pour transformer la douleur en énergie constructive. 6 mois après cette soirée mémorable, Julien et Camille ont été condamnés respectivement à 4 et 5 ans de prison ferme, assortis d'interdiction d'exercer leur profession pendant 10 ans et de lourdes amendes. Leurs complices ont également été sanctionnés, et le réseau de corruption qu'ils animaient a été complètement démantelé. Aujourd'hui, j'ai tourné la page de cette histoire douloureuse mais révélatrice. J'ai rencontré quelqu'un de bien, un magistrat intègre qui partage mes valeurs de justice et d'honnêteté. Notre relation se construit sur des bases saines, loin des mensonges et des manipulations que j'ai subies. Cette expérience m'a appris que la véritable force ne consiste pas à éviter les épreuves, mais à les transformer en opportunités de croissance et de justice. Parfois,
Les trahisons les plus douloureuses nous révèlent notre propre potentiel et nous ouvrent des chemins que nous n'aurions jamais explorés autrement. La justice a triomphé, mais plus important encore, j'ai découvert ma capacité à la faire triompher. Et cela, aucune trahison ne pourra jamais me l'enlever. Vous êtes arrivés jusqu'à la fin, merci. Abonnez-vous et activez les notifications.